Et bienvenue dans l'émission Rencontre des auteurs francophones qui est aujourd'hui consacrée à écrire la maladie. C'est un sujet fort, mais c'est un sujet aussi plein d'espoir et nous en parlerons lors de cette émission. Alors, avant de retrouver nos invités, quelques notes de musique par l'un des auteurs de cette émission, justement, Gildas Thomas, et vous allez comprendre pourquoi je voulais commencer en musique. Gildas, à vous. Elle lave ses cheveux, ils sont tous revenus. Il y a même des nœuds, elle savait plus comment les cheveux, ça fait quand ils sont sales. Au réveil matinal, quand il y a du vent, qui les prend du vent, elle lave ses cheveux, elle a tant attendu. Les légers mieux comme le prochain menu. Elle lave ses cheveux, elle se revoit enfin elle se revoit enfin telle qu'elle peut retrouver le vent et les gens. Prendre le temps d'un thé au miel, même si elle n'a pas le temps, et fini les petites querelles. Pour un con au volant, elle n'attendra plus Noël pour souhaiter la Saint-Jean. Elle lave ses cheveux qui ne tiennent qu'à un fil dans sa banlieue sans chlorophylle. Elle lave ses cheveux, elle jette ses gamelles, ces trucs un peu foireux, les surgelés industriels. Oui, elle lave ses cheveux, une joie presque inédite. Il n'y a plus lieu d'attendre les visites. Elle lave ses cheveux quand d'autres s'en font des blancs pour leur ascension du Mont Blanc. Chacun son vital, son banal. Et peu importe à quel ciel font ses remerciements, plus forte depuis que l'essentiel vaut plus que l'important. Elle n'a jamais autant aimé la pluie et le vent. Et elle remet ses dentelles, elle regarde l'océan, elle admire les coccinelles autant que les purs sangs, et elle renaît chaque matin. Elle lave ses cheveux d'un shampoing clair brillance, sans oublier que elle a eu beaucoup de chance. Elle lave ses cheveux d'un shampoing clair brillance, sans oublier que elle a eu beaucoup de chance. Merci beaucoup, Gildas Thomas. Donc, vous êtes auteur-compositeur avant d'être auteur. Merci de nous avoir offert cette belle chanson en ouverture. Christine, je vous ai vu émue. Ça vous a parlé, cette chanson, j'imagine. Oui, oui, ça m'a, même si c'est pas moi qui ai perdu mes cheveux, mais ma fille, ça m'a énormément parlé. Et je pense que, je sais pas vous qui l'avez lu, mais dans le bouquin, c'est un des passages pour moi qui a été, pour moi, dans la maladie de ma fille, c'est ce qui a été le plus dur, c'est de lui raser la tête. Et je lui ai rasé 3 ou 4 fois. J'ai un petit doute là d'un seul coup, mais on s'habitue pas. C'est vraiment le moins grave, je dirais, dans la maladie, de perdre ses cheveux au niveau de la santé. Mais c'est le truc le plus difficile à digérer, même moi en tant que maman. J'aurais voulu me raser la tête pour être comme ma fille, mais elle voulait pas.
Et puis, je pense que ça aurait été pas agréable pour elle. Je pense que ça l'aurait dérangée. Mais c'est vrai que ça a été un moment énormément dur. Je me vois encore, ça, je l'ai marqué dans le roman, le dernier jour où je sais qu'elle va les perdre et je lui caresse ses longs cheveux blonds. Ouais. C'est vrai que c'est un symbole. Ouais, exactement. Très belle chanson, Gildas, que nous avons Magnifique. tous. Donc aujourd'hui, nous vous présentons des auteurs qui ont écrit sur un thème difficile et émouvant, puisque c'est celui d'écrire la maladie. Mais c'est aussi un thème plein d'espoir, un thème plein de courage, plein de leçons de vie et plein de réflexion. Et je vais vous inviter tout au long de cette émission à lire ces livres. Parfois, on n'ose pas ouvrir les bouquins parce qu'on se dit, c'est dur, est-ce que je suis capable de lire ça? Oui, vous êtes capable et vous devez le faire. Non pas seulement par devoir, parce que ça va vous faire aussi du bien, parce que vous allez certainement porter un regard différent sur les vôtres, sur vos enfants, et sur ceux qui demandent certainement plus d'intention qu'on ne leur donne. Mais enfin, on va reparler de ça pendant toute l'émission. Alors, pour en parler avec nous ce soir en France, et puis ici cet après-midi aux États-Unis, nous avons donc Christine Hainaut, qui est donc à l'origine de cette thématique aujourd'hui, parce que demain, c'est la journée internationale du cancer pédiatrique. Et Christine, vous êtes venue à moi pour que nous en parlions ici sur Rencontre des auteurs francophones. Alors, au-delà du cancer, j'ai voulu vous réunir tous les trois autour d'une thématique plus large, qui est celle de la maladie et de la réaction face à la maladie. Christine Hainaut, vous nous parlerez de ce roman témoignage. Moi, je n'ai pas le cancer, c'est vous qui parlez, on en parlera. Karine Bourris, vous êtes aussi une maman courage. Vous avez écrit Corps à cœur, que je présente là, pour témoigner de la maladie de votre petit garçon, mais aussi du système médical en France. Et c'est un sujet d'actualité avec ces élections qui approchent, entre hommage à certains et incompréhension face à des situations qui ne devraient plus exister en 2022. Enfin, Gildas Thomas, vous avez écrit 2 livres très différents. Je suis là, que je présente, qui nous fait prendre conscience du poids de nos décisions, des non-dits, de cette vie qu'il faut vivre quand il est encore temps. Et puis un témoignage très personnel avec Dilemme. Votre papa est décédé de la Covid en 2020 et c'est vous qui l'avez infecté. Une question à tous les trois. Est-ce que c'est courageux de témoigner ou est-ce que vous en aviez besoin ou les deux? Karine? Moi, en premier, je pense que j'en avais besoin parce que j'ai eu besoin d'être reconnue dans cette souffrance qu'on a traversée un peu de manière trop isolée, je pense. Parce que justement, c'est une pathologie qui est plutôt vulgarisée, pas au sens péjoratif du terme, mais voilà, on en parle beaucoup et on dit un peu tout et son contraire dessus. Et je voulais sensibiliser aux conséquences que ça peut avoir parce que c'est pas juste parfois une maladie anodine. Elle peut avoir des lourdes conséquences et rejoindre le thème plus largement abordé aussi par Christine sur le cancer. Une des conséquences les plus graves qui peut arriver si le reflux n'est pas bien traité, c'est ça. Et moi, j'en suis directement concernée par mon fils, qui, je touche du bois aujourd'hui, n'a pas de cancer, mais a des lésions précancéreuses à cause du cancer. Donc oui, il faut en parler de manière le plus possible. Christine, même question pour vous. Besoin vital d'écrire, de raconter, ou est-ce que c'était difficile et vous l'avez quand même fait pour témoigner? Alors en fait, l'idée n'est pas forcément venue de moi, mais il y a des amis qui avaient créé une page Facebook On t'aime fort Clara, quand ma fille Clara était malade. Et au fur et à mesure, je donnais des nouvelles. Et en fait, cette phrase, moi, j'ai pas le cancer, je la prenais très souvent dans la tête. On me disait, ah oui, mais c'est bon, toi, t'as pas le cancer, ça va. Ta fille, elle peut bien aller en chimio toute seule. C'est bon, elle est grande, 14 ans. Et je me prenais souvent des remarques. Et un jour, j'ai été très énervée. Et sur cette page Facebook, On t'aime fort Clara, j'ai dit, ben moi, j'ai pas le cancer, mais... Et j'ai balancé tout le reste. Et ce post, je l'ai mis d'ailleurs dans le roman. Et il a été partagé des milliers de fois, liké. Tout le monde me disait, il faut que tu écrives. Tu sais écrire, tu sais dire ce qu'on ressent, tu sais bien le faire, etc. Et c'est vrai que dès que j'ai mis les pieds dans cet hôpital, je me suis dit, mais ce qu'on vit ici ne peut pas s'imaginer. Et il faut que les gens sachent. Et petit à petit, en fait, après, j'ai écrit quelques pages et j'ai montré à des amis qui m'ont dit oui, tu peux y aller parce que je ne voulais pas non plus écrire quelque chose qui ne soit pas lisible. Et après, j'ai fait une formation avec Bernard Werber parce que je voulais vraiment avoir la structure de l'écriture du roman. Et puis, Vital, non.
Je l'ai fait parce que j'ai des choses à partager, j'ai des choses à dire et je pense qu'il faut que ça lever le tabou sur le cancer pédiatrique. Je n'aurais pas pu écrire ce livre au début. Quand je n'allais pas bien, il a vraiment fallu que j'aille bien pour pouvoir écrire. Alors, Gildas, on va parler du dilemme parce que c'est Oui. votre premier livre, effectivement. Et c'était quoi pour vous? Parce que c'est extrêmement dur ce que vous avez vécu. C'est différent de Karine et Christine. Est-ce que c'était un peu une forme de thérapie d'écrire? Mon père a été enterré un mardi et j'ai commencé à écrire le samedi. Ouais. Donc, il y avait une urgence, un besoin d'écrire. Ça a duré un mois. J'ai mis un mois à l'écrire. Voilà, c'était une envie. C'était pour moi. Hein. Je ne savais pas trop quoi en faire de ça, si j'allais l'envoyer à des gens que je connais ou si j'allais le proposer à l'édition. Je ne savais pas du tout. Il fallait que ça sorte et c'était une façon de gérer aussi cette question de la culpabilité, en fait. C'est ça le cœur du truc. Est-ce qu'après un livre comme ça, on devient une autre personne? Est-ce qu'on a un regard différent sur les choses, la vie, les autres? À travers toutes les preuves, pas forcément le bouquin, mais les preuves, le bouquin n'est que le témoignage. Hein, en plus, le bouquin, c'est une photo. C'est pour ça que je l'ai daté à la fin. J'ai mis la date du mois de fin janvier 2021. Parce que c'est une photo. Si je devais l'écrire aujourd'hui, je pense que je dirais pas tout à fait la même chose. C'est vraiment une photographie, quoi. Mais toutes les preuves, enfin, il n'y a pas une journée où je pense pas à ça. Et puis ça joue également sur le regard qu'on a vis-à-vis de la vie en général, de la mort, du temps qui passe, de sa propre existence, de ses enfants. Voilà, mais c'est l'expérience en tant que telle, plus que l'écriture. Karine, pareil pour vous. Vous avez déjà eu du mal à tomber enceinte, on en parlera tout à l'heure. Vous accouchez avec ce problème grave pour le petit Adam. Adam. Il y a Adam parce que sinon il va être alors il faut dire Adam. Adam. Désolée. Adam, est-ce que cette expérience de maman courage vous a changé dans votre rapport à la vie finalement? Complètement. Je pense que j'ai jamais été une personne pessimiste en moi fondamentalement, mais là pour le coup je suis devenue carrément optimiste, à chercher, à voir même sans chercher des petits trucs positifs auxquels on peut se raccrocher quand on vit des choses difficiles. Je pense que aujourd'hui j'ai beaucoup de difficultés sur le lâcher prise, hein, ce qu'on appelle le lâcher prise, mais par contre j'ai quand même ce côté voilà, quand c'est pas grave, c'est pas grave, quoi. Il y a toujours plus grave, il y a toujours plus compliqué, il y a toujours une solution, même si on ne la voit pas là maintenant tout de suite. Et il ne faut pas lâcher l'affaire, quoi. Je pense que je me suis découverte aussi, en fait. Christine, j'imagine ce que vous pensez aussi. Il y a toujours plus grave, il ne faut pas lâcher l'affaire et il y a toujours des solutions à tout. On lâche rien. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le roman, en fait, l'histoire du roman, c'est ça aussi, c'est qu'il y a eu un groupe de bêta-lecteurs et de bêta-lectrices. Et puis, une très bonne amie à moi, je lui avais fait lire parce que je voulais vraiment son ressenti, je savais ce qu'elle me dirait. Et quand elle a eu fini de lire, elle me dit, écoute, il est génial, on est accroché, à 2 heures du matin, on se couche, on n'arrive pas à le lâcher, mais il sert à rien, ton bouquin. Je fais, comment ça, il sert à rien? Et pendant 2 mois, j'y ai réfléchi et je me dis, mais pourquoi elle m'a dit ça? Qu'est-ce qu'elle a voulu me dire? Parce qu'elle m'expliquait qu'en fait, il fallait, elle savait que je voulais aider les autres avec ce livre, mais je ne l'avais pas assez démontré. Et un jour, m'est venue l'idée des notes à moi-même qui terminent chaque chapitre du roman. Et là, par contre, je les ai couchées en quelques jours. Chaque chapitre du roman se termine avec les notes à moi-même, comme je suis une fan de tous les travaux en neurosciences. J'ai travaillé sur les recherches en neurosciences pour que ce livre, au-delà du témoignage, il soit aussi un livre que moi, j'aurais aimé lire au début et qui m'aurait aidé à sortir plus vite et qui, justement, comme tu dis, Sandrine, aide chacun à avoir beaucoup plus d'espoir, beaucoup plus d'envie. Et puis, il faut y aller et que tous ces petits conseils puissent vraiment accompagner chacun au quotidien. Oui, tu as raison de dire chacun parce que finalement, on n'a pas tous le malheur de traverser des choses aussi dures que toi, mais on a tous des petits problèmes avec les enfants et finalement, ces petits conseils, ils servent au quotidien avec les petits problèmes comme avec les gros problèmes. Moi, j'aimerais parler un peu de vos engagements. Karine, je vous vois beaucoup soutenir les mamans sur les réseaux sociaux et parce que donc, je le disais tout à l'heure, avant de connaître la maladie avec Adam, vous avez lutté pour avoir un enfant puisque vous souffriez d'endométriose.
on sent qu'il y a ce besoin d'être utile aux autres. J'ai vécu ça, je m'en suis sortie, je continue de lutter parce que c'est pas fini, on en parlera, mais je suis là aussi pour aider les autres. Oui, c'est là où je rejoins Christine. Ouais, dans ce qu'elle dit sur le fait de vouloir aider les autres avec son expérience, parce qu'il y a le savoir théorique, bien sûr, qui est utile, mais il y a le savoir d'expérience, et je crois très fort au savoir d'expérience et à son partage. Voilà, je pense que ça peut être utile de savoir que d'autres personnes ont traversé des épreuves du même genre et ont trouvé des solutions et ont vu de beaux événements arriver malgré la difficulté. Et oui, c'est important pour moi de témoigner en ce sens aussi à travers ce livre, de dire, voilà, oui, par exemple, l'endométriose aujourd'hui, c'est quelque chose de très médiatisé. Ce n'était pas le cas quand on me l'a découvert. Donc, moi, j'ai eu une errance déjà personnelle par rapport à ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est médiatisé, mais c'est encore pas bien traité. Et voilà, il y a des solutions et tout n'est pas noir. Et mon expérience peut peut-être donner espoir à quelqu'un de dire, voilà, au départ, j'étais infertile et j'ai quand même 3 enfants. Oui, deux naturels. J'ai presque envie de dire c'est une méthodologie pleine d'espoir pour les autres parce que vous trouvez des solutions à tout, vous décelez des choses quand les médecins ne le font pas. Donc, quelque part, c'est vrai que les gens qui traversent, alors peut-être pas de façon aussi grave cette maladie ou peut-être d'autres, mais en tout cas, même l'enfance dans un hôpital, ça permet de donner ce qu'on dit en anglais des petits tips pour essayer peut-être de faire mieux, d'aller plus vite et de dépasser voilà, certaines contraintes et certains problèmes. Christine, vous, une grande partie de votre vie est du coup consacrée à la lutte contre le cancer pédiatrique. Vous en parlez largement, votre tour de France en vélo, parce que vous êtes une grande sportive. Vous rencontrez des associations, vous rencontrez des malades. Est-ce qu'il y a aussi de la colère aussi de voir que chaque année, des enfants continuent de mourir du cancer? Est-ce que c'est ça aussi qui nous anime en plus de l'espoir? Je ne peux pas dire que je sois particulièrement en colère, mais je veux absolument que ce qu'on voudrait faire éteindre soit sur le devant de la scène. Ça veut dire que quand une nana de 50 ans prend son vélo, fait un tour de France et va voir des associations, forcément, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc. Et le fait de partir comme ça avec le vélo sur la route, on n'est plus entre nous. On n'est plus entre gens de connaissance par rapport au sujet. On rencontre tout le monde et des gens qui pensent que le cancer n'existe pas pour les enfants. On traverse des régions, les gens se confient beaucoup. Il y a des clusters quand même en France de cancer pédiatrique et de cancer. Je ne me suis pas intéressée aux autres pays du monde, mais en France, en tout cas, il y en a. Mais par contre, ça n'est pas reconnu par l'État. Et je pense qu'il faut vraiment, moi je suis aussi coordonnatrice du réseau des écoles associées de l'UNESCO, et on parle beaucoup des 17 ODD, des objectifs de développement durable pour l'agenda 2030. Et l'ODD numéro 3 nous dit que contre le réchauffement climatique, il faut aussi que les gens soient en meilleure santé, c'est-à-dire qu'il y ait plus d'argent pour la recherche, plus d'argent pour les soins, mais également que l'on fasse vivre les gens et les enfants dans un environnement plus sain pour que ces maladies n'apparaissent pas. Et c'est valable partout dans le monde sur notre belle planète. Donc, en fait, malheureusement, c'est vrai que les enjeux économiques, politiques et diplomatiques mettent des freins à tout ça. Gildas, vous travaillez beaucoup avec les jeunes. Je sais que vous intervenez souvent dans des classes, notamment. Est-ce que votre histoire a changé votre regard, votre discours et les idées que vous faites passer à cette génération? Dans le dilemme? Le dilemme, et puis aussi, je suis là parce que c'est une question qui semble ne pas les concerner. Finalement, passer à côté des siens, c'est aussi une question et ça touche toutes les générations. Alors, dans Je suis là, bon, c'est vrai que c'est un roman. C'est un roman qui est parti en fait d'une conversation, c'est complètement extérieur à moi, je n'ai pas du tout vécu ça, je connais personne qui a vécu ce truc, et en plus ça part d'un postulat qui est complètement imaginaire, puisque on ne sait pas ce qui se passe réellement dans le coma, et il y a beaucoup d'études en neurosciences là-dessus, mais personne n'est vraiment revenu réellement d'un coma très très proche de la mort, par définition. Enfin, ouais. Et donc même les médecins ne sont pas trop d'accord là-dessus, donc je suis parti du postulat que c'est quelqu'un
qui en fait est complètement inconscient et complètement condamné, foutu pour l'extérieur, mais lui, il lui reste un sens, il lui reste sa totale intelligence, il fonctionne très bien et il entend tout. Voilà, lui, il ne bouge plus, hein, mais il entend tout, donc il entend tout ce qui se passe, donc il entend ce qui se passe dans la chambre autour de lui, et donc il entend que sa famille, eh ben, qui est en train de causer, ben, l'image ne correspond pas tout à fait à ce qu'il pensait de ses proches, et qu'il entend des choses qu'il n'aurait jamais dû entendre puisqu'il est dans ce pas-là, comme une petite souris, quoi, en fait. Voilà. En vérité, c'est l'heure des aveux aussi quand les personnes partent, mais habituellement, ils ne les entendent pas. Mais là, ils entendent. Vous êtes venu, c'est intéressant, vous êtes venu au roman après avoir écrit Le Dilemme. Ah non, j'ai d'abord écrit ça. J'ai d'abord écrit Je suis là. Par contre, il a été publié avant. C'est Claudie Lafette. Il devait sortir. Je me suis fait avoir. Il devait sortir il devait sortir, je ne sais plus quand, enfin, il devait sortir. Et puis, il y a eu Le Dilemme, il y a eu ça, et j'ai dit, j'ai eu cette urgence d'écrire, effectivement, avec l'éditeur, on s'est dit qu'il fallait mieux sortir Le Dilemme en priorité. Ça a dû sortir 3-4 mois avant Je suis là, en fait. Mais j'avais écrit Je suis là avant. D'accord. Voilà. Une information qui me manque, mais c'est pas grave, c'est le direct. Ça ne change rien. Hein. Exactement. Le dilemme, donc le titre de ce livre, c'est celui qui se pose à vous quand vous devez prendre la décision de voir ou pas vos parents, alors qu'on est en plein Covid, que vous n'avez pas vu vos parents depuis un moment et que vous risquez de ne pas les voir pendant un moment puisque vous partez en tournée. Donc, vous faites passer vos tests, ils sont négatifs, vous vous sentez en pleine forme. Donc, vous prenez la décision d'y aller quand même parce qu'ils ne sont pas tout jeunes et que tout peut arriver. Et puis, vous allez les infecter. Et finalement, il n'y a pas que vous dans cette situation, il y en a plein d'autres qui ont été dans cette situation. Moi, j'aimerais savoir comment vous allez aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va. Oui, aujourd'hui, ça va. Je vous dis, j'y pense forcément tous les jours. Et après, la question de se poser si c'était à refaire, avec ce même dilemme, qui est en fait de se dire, en fait, j'ai pas la réponse parce que tant qu'on n'est pas confronté au truc, tant qu'on n'est pas confronté, et je pense que ça rejoint cette histoire du Covid, en fait. C'est que je pense que c'est vraiment un virus hyper pervers parce qu'il a touché des gens très parfois, il a touché en majorité des gens particuliers, on appelle les cas de comorbidité, des gens âgés, ou qui avaient certaines maladies et tout. Mais si ce Covid avait eu imaginons que ce soit le VIH qui se transmette par la respiration, c'est-à-dire de façon générale, simplement en se parlant, je pense qu'on n'aurait pas eu du tout le même comportement parce qu'on aurait tous eu une autre peur que ça et peut-être on se serait confiné de nous-mêmes et puis on n'aurait pas eu en tout cas le même regard que ce Covid où effectivement il y avait une façon de culpabiliser ou d'infantiliser, je pense, c'est ce dont je parle dans le cas de la part des autorités, de la part du gouvernement, d'infantiliser et de ne pas expliquer le pourquoi du comment des mesures ou des décisions avec des arguments scientifiques, médicaux simples, mais c'était vraiment, c'est comme ça parce que c'est comme ça, avec une façon d'infantiliser. Et c'est vrai qu'au dernier moment, je me suis dit, je pense que ça a joué, oui, je vais les voir, après tout, ça commence à suffire toutes ces restrictions, tout en étant conscient d'une forme de danger, oui, bien sûr. Et je suis passé vraiment dans la fenêtre dans laquelle il ne fallait pas, puisque j'ai été testé positif alors que j'étais déjà là-bas. Vous avez reçu des témoignages, des réactions de lecteurs Alors, ça a pas mal touché les gens qui l'ont lu. J'ai eu des témoignages des gens qui l'ont lu. J'ai encore rencontré personne qui avait vécu la même chose. J'ai pas eu le témoignage de quelqu'un, je sais qu'il y en a. Hein. Il y en a, oui. D'accord. Voilà. Mais j'ai pas encore eu le témoignage de quelqu'un qui avait été dans ce cas de figure d'avoir contaminé quelqu'un. Alors, on peut contaminer quelqu'un par pur, on va dire, sans le savoir, qu'on prenait un risque. Mais j'ai pas encore eu de témoignage de personnes qui avaient vécu exactement la même chose. Le dilemme, c'est un livre émouvant, donc vous parlez de ça, mais c'est aussi un bel hommage à votre papa. Vous racontez beaucoup de choses, vos petites habitudes, ce que vous aimiez faire ensemble, etc. Donc, c'est un très, très joli livre qui, je trouve, qui rend hommage à votre papa, en dehors, effectivement, de ce fameux dilemme dont vous parlez. Karine, même question pour vous sur l'idée de la prise de décision.
parce que votre premier enfant donc naît avec un reflux aigu, un RGO terrible qui l'empêche de vivre normalement, de sourire. Et c'est assez De traumatisant. rire même, on l'a su des années plus tard, mais on a découvert son rire, il avait presque 5 ans. Ouais, c'est Ouais. ce que vous racontez dans votre Je le livre. raconte dans le livre, ouais. Ouais. Alors, comment on décide, vous nous avez raconté que vous avez 3 enfants aujourd'hui, comment on décide de donner des petits frères et des petites sœurs à cet enfant sans se dire que le cauchemar peut finalement se démultiplier? Voilà, on est dans un autre dilemme. Ouais, eh ben, parce qu'on croit fort à la chance et on se dit que ben, la foudre, elle frappe pas 2 fois au même endroit. Et voilà, on a espoir que ça soit pas le cas. Et puis, ce que je dis dans le livre, en fait, c'est que de toutes ces difficultés que j'ai eues avec lui, quand son frère aîné, il avait 3 ans, donc j'ai envisagé de faire un deuxième enfant autour de ses 2 ans. Et comme lui est issu d'un parcours PMA, c'était long. Hmm. Donc on s'est donné du temps. On ne pensait pas que j'allais arriver à être enceinte si vite. Et puis voilà, la grossesse a été tellement magique pour son petit frère qu'on s'est dit, bon, ben là, c'est bon, ça a marché, c'est magique, on ne va pas revivre 2 fois le même scénario. En revanche, quand on a su pour son frère et pour sa sœur qu'on allait revivre encore ce cauchemar, Alors, moi, je crois, depuis qu'il m'a su, il a fallu l'encaisser quand même, j'avoue. voilà, Ouais. ils sont quand même moins touchés, c'est ça? Alors, son jeune frère, donc mon cadet, c'est celui qui s'en sort le mieux des 3. Je pense que son RGO a la même cause, mais il a été cadré beaucoup plus vite parce que j'avais de bons réseaux déjà de professionnels et j'avais le bon parcours de traitement, d'examen, etc. Donc ça a été beaucoup plus rapide. Et sa jeune sœur, en revanche, ma dernière, là, a le même niveau de sévérité de reflux. Par contre, ce qui l'a sauvée et ce que je n'ai pas réussi à faire pour ses frères, c'est l'allaitement. Parce que le lait maternel est un cicatrisant naturel. Et donc, elle a extrêmement été à la demande. C'était tout le temps, jusqu'à ses presque 2 ans, avec l'encouragement du gastro qui me disait, si vous tenez, faites-le. Parce qu'à chaque fois qu'elle a mal, en fait, elle tète. Et elle se rince l'œsophage avec le lait maternel et ça la soulage et ça évite les brûlures et les séquelles que l'aîné a eues parce que lui, il n'a pas pu être allaité. Voilà, j'ai été mal accompagnée sur l'allaitement pour ses frères, mais pas pour elle. Donc, on a vu à l'arrêt de l'allaitement les difficultés qui ressurgissaient plus fort parce qu'elle t'était plus, justement. Alors, j'allais vous demander comment va Adam aujourd'hui, mais c'est une question que je vous pose pour vos 3 enfants. Comment vont-ils? Est-ce qu'ils arrivent à avoir à minima une vie normale? Alors, c'est mieux. Je ne peux pas encore répondre que ça va bien. J'aimerais. Ça viendra. J'y crois. C'est mieux. C'est mieux. Adam est celui qui a le plus de séquelles, donc forcément, c'est celui pour lequel on s'inquiète le plus. Notamment quand il y a eu le Covid, là justement, ben, lui, comme il a eu des séquelles pulmonaires très importantes, on avait très peur. Ça va. On a même été tous infectés malgré les vaccins et on a quand même survécu, donc on est soulagé. Voilà. Après, c'est celui qui a eu le plus de difficultés à se remettre aussi de l'infection, par exemple, parce que justement, au niveau pulmonaire, c'est plus dur. On est encore très vigilant. On ne peut pas encore laisser de côté. Il y a encore beaucoup d'examens, il y a encore beaucoup de contrôles. Il est toujours dépendant des médicaments et son frère et sa sœur aussi. Voilà, parce qu'ils ont encore un reflux très acide. Et vous, Karine, vous allez comment? Et moi, ça va. Ça va. Ouais, ben oui, parce qu'il y a des jours où, voilà, là, il y a des jours, c'est comme je dis dans le livre, il y a des jours spéciaux maladresse où maman n'a pas bien dormi parce que les enfants n'ont pas bien dormi et que voilà. Et puis il y a d'autres jours où c'est plus léger et avec moins de symptômes. Et donc on oublie un peu. En fait, les jours où ils vont mieux, on oublie. On replonge. Voilà, C'est un peu, on va revenir, mais c'est un peu ce qui ressort du livre de Christine aussi. Parce que comme avec Christine, je dois le dire, hein, il faut lire vos livres hein, parce que c'est une leçon de courage extraordinaire et on n'a pas de boule au ventre. Moi, j'avais peur de ça, hein, j'avais peur d'avoir une boule au ventre en lisant vos livres et pas du tout. On rentre dedans, on vous suit, on frémit avec vous, on se réjouit avec vous de ce qui va bien et encore une fois, on ressort avec une grande leçon de vie. Vous êtes, ce que je disais, le courage incarné, toutes les deux. Vous vivez 24 heures sur 24 pendant des années pour votre enfant, pour vos enfants, Karine. Vous vous coupez de la vie, vous ne vous autorisez plus rien. Vous êtes un peu le prolongement de votre enfant. Comment on tient pendant des années, Christine? Comment on tient?
D'abord, on s'effondre, en tout cas pour ma part. Et puis un jour, on se dit, ben non, je ne veux pas prendre d'antidépresseurs, je veux m'en sortir, il faut qu'on s'en sorte. Ma fille était sportive de haut niveau et je me suis dit, il faut qu'on s'en sorte. Et en tant que prof de sport, je suis aussi coach. Le sport m'a toujours aidée. Donc moi, personnellement, l'alimentation la psychologie positive ont été des vraies clés pour faire aller toute la famille vers le mieux-être. Alors, Et Christine, aujourd'hui encore, ouais. Pardon? non, non, Christine, en plus, vous êtes une maman seule, vous élevez seule votre Oui. fille, vous êtes battue seule. Le papa n'était pas très, très présent. Alors, on ne va pas faire le procès. Parfois, il y a un déni, il y a une volonté de pas. On ne va pas faire le procès. Karine, c'est plus pour les papas aussi. Hein. Hmm. La maladie de l'enfant, c'est beaucoup plus dur pour un papa. J'allais vous demander, Karine, justement, parce que votre mari est là, il a souffert aussi comme vous, mais ce n'est pas la même présence non plus. C'est une souffrance différente. Hein. C'est une souffrance complètement différente. Je pense que les hommes, déjà, sont moins enclins à partager leurs émois. C'est plus dur. C'est pas dans la société. C'est comme ça. Voilà. Et je pense que dans le cas de mon mari, il l'a vécu plus en retrait. Je ne dis pas du tout qu'il n'a pas souffert autant que moi. Je pense que émotionnellement, c'est très difficile, mais voilà, sa gestion à lui est différente. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de papas. C'est plus difficile voilà, de reconnaître que c'est difficile d'avoir un enfant qui souffre, qu'on s'inquiète. Mais bon, quand on les connaît, on voit bien que c'est dur pour eux aussi. C'est clair. Christine, donc on va revenir sur ce roman. Ça s'appelle un roman. C'est celui d'une maman donc, qui voit sa vie complètement renversée, brisée. Le jour où les médecins vont lui apprendre que sa fille, qui a 14 ans, une adolescente en plus sportive de haut niveau comme vous, est atteinte d'une leucémie aiguë et qu'il faut réagir là, maintenant, tout de suite et partir pour l'hôpital. Alors, ce roman, on est d'accord que c'est votre histoire. Donc, pourquoi avoir choisi la fiction au lieu du témoignage? Parce qu'en fait, j'aurais pas pu le raconter du tout de la même manière. C'est-à-dire que dans ce roman, j'ai voulu mettre en avant certains thèmes comme la scolarité, l'hospitalisation, les soins, les chimios, etc. Et si j'avais vraiment raconté mon histoire, mais comme je disais tout à l'heure, moi, pendant 6 mois, j'ai pleuré avec les lunettes de soleil sur le nez, ou presque en tout cas. Et je pense que ça aurait été illisible. Et donc, du coup, j'ai vraiment voulu utiliser la réalité pour raconter une histoire qui transpire. Ceux qui me connaissent me disent, mais ça transpire. Forcément que ça transpire moi, ça transpire ma fille. Et puis, il y a des choses, je ne pouvais pas les inventer. Comme le passage du collège où les enfants sont interdits de chanter Joyeux anniversaire devant le collège. Il y a des choses, je n'aurais pas pu les inventer tellement elles sont horribles. Donc, et puis après, quand j'ai fait les recherches, en fait, ça dure sur une durée beaucoup plus longue. Et puis, ça ne s'est pas fait forcément de la même manière. Quand je parle du 3e étage, qui est l'étage de chambre stérile, en fait, Clara est allée au 2e étage parce qu'il n'y avait plus de place au 3e. Mais on y était déjà allé au 3e. Et l'intérêt, ce n'était pas de savoir que Clara était au 2e dans une chambre entièrement fermée et réaménagée. Mais l'intérêt pour les gens, c'est de savoir que le 3e, c'est les chambres stériles. Voilà. Alors, Gildas, vous êtes finalement le seul à avoir fait un vrai roman ce soir avec Je suis là. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce roman. Hein. Je trouve que c'est un récit qui bouleverse quand même pas mal de certitudes. Donc, c'est un papier signé pour dire que s'il y a un problème, il ne faut pas être réanimé, qu'on ne veut pas rester un légume toute sa vie. Et puis, on signe ce papier quand on va bien. Et puis, face à la situation, il y a l'angoisse parce que, comme vous le disiez, il entend tout. Il entend tout et il comprend qu'on peut le débrancher puisqu'il l'a signé. Il y a la famille qui est censée suivre ce qu'il a signé. Il y a les vérités qu'on dit à celui qui ne se réveillera plus. Donc, il y a des choses qu'il n'aurait certainement pas aimé entendre. Il y a son combat à lui parce qu'il veut revenir, il veut sortir de là. Est-ce qu'il veut sortir pour lui, pour les autres qui le jugent mal, pour les relations qui se sont mal passées qu'on peut peut-être réparer? Moi, j'aimerais savoir d'où est venue l'idée de ce roman. D'une conversation avec une amie à propos des directives anticipées. On n'était profondément pas d'accord. Alors moi, je suis plutôt favorable à ce qu'on appelle, j'aime pas le terme, mais parce que je le trouve très violent, mais il n'y en a pas d'autre en fait, qu'on appelle le suicide assisté. C'est-à-dire qu'au moment du suicide, c'est une décision que la personne prend à l'instant T.
Et les psychologues sont là pour vérifier que la personne, à l'instant T où elle prend cette décision, où soit on la débranche, soit elle va avaler le je sais pas quoi, elle est consciente de ce qu'elle fait. Et c'est sa décision, et on respecte donc à ce moment-là sa décision. Parce que, d'ailleurs, dans le cas du dilemme, mon père avait refusé d'être réintubé, en connaissant puisqu'il avait été intubé une première fois, il a refusé d'être réintubé lorsqu'il a rechuté, donc c'était sa décision, en son âme et conscience, ça disait ce que ça voulait dire, ça c'est quelque chose qui se respecte. Les directives anticipées, c'est effectivement quelque chose qu'on signe, quand tout va bien, qu'on mange des cacahuètes, que la vie est belle, on dit, oh, tiens, voilà. Mais moi je parle, dans ce domaine comme dans d'autres, c'est de dire que la vie, c'est à l'instant T, et comment anticiper comment anticiper ce qu'on ressentira, ou est-ce qu'on aura envie de vivre, ou de survivre, ou de partir au moment où on se retrouverait dans cette situation. Je pense que nul ne le sait. Et c'est plutôt pour démontrer, en fait, pas pour être pour ou contre, mais dire qu'il y a peut-être quelque chose d'absurde là-dedans, d'anticiper ce genre de décision à l'avenir, parce que si ça se trouve, on a un réflexe comme, peut-être qu'on est, c'est ce que je dis à un moment donné, peut-être qu'il n'est plus qu'un, peut-être que quand on est dans cet état d'inconscience, on est peut-être comme un papillon, ou je ne sais quoi, ou de la conscience d'animal, mais on a peut-être envie de vivre, tout simplement, et que c'est quoi la vie humaine, en fait? Elle est où la dignité de la vie humaine? Et quelle vie humaine mérite d'être vécue? Est-ce que c'est... À ce moment-là, on dit qu'on ne va pas correspondre à l'idée qu'on se fait que devrait être une vie humaine, c'est-à-dire avec de la conscience, avec pouvoir parler, pouvoir partager. Mais si ça se trouve, il est tout à fait... il a envie de vivre, ce garçon, même dans cet état-là. Et c'est ça que j'avais juste envie de démontrer, en tout cas de relater avec une certaine forme d'absurde, en fait, de dire, et là, il se dit, mais merde, mais pourquoi j'ai signé ce truc alors qu'en fait, moi, j'ai que l'envie, c'est de vivre. Et il entend effectivement sa famille qui se déchire, parce qu'il y en a qui veulent et d'autres qui ne veulent pas respecter ces directives anticipées. Il y a ça, hein. C'est bien beau de signer, mais si la famille ne donne pas son accord, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Tous les droits, vous dressez un bilan assez personnel du système hospitalier. C'est d'actualité, malheureusement, depuis 2 ans et encore plus aujourd'hui. Alors, s'il y a des gens formidables, Christine et Karine, vous les avez rencontrés, Gildas, vous en parlez de ces personnages dans votre roman, il y a quand même beaucoup de choses qui ne marchent plus. Karine, vous racontez un soir qu'il n'y a même pas assez de couverture à l'étage pour couvrir les enfants. Ouais. C'est des choses... Cette première hospitalisation, elle a été terrible. C'est des petits détails. Mais voilà, moi, c'est un petit détail qui m'a marqué, se dire qu'on n'a pas de quoi couvrir un enfant à l'hôpital alors qu'il est hospitalisé, qu'il est mal et qu'il a froid. On se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais à l'autre côté de ça, et vous remerciez les médecins, vous remerciez les soignants, il y a des gens formidables. Alors, quel est votre bilan global sur l'hôpital aujourd'hui? C'est compliqué. Pour moi, je pense que c'est comme dans la vraie vie. L'hôpital, c'est le reflet de la vraie vie. Il y a des gens formidables et des gens qui le sont moins. Et malheureusement, à l'hôpital, on dépend d'eux. Voilà, on dépend d'eux. Et d'ailleurs, un des médecins qui nous suit, en fait, ils l'ont tous lu, mais il y en a un des médecins qui nous suit, après lecture du livre, lui, par empathie, il a souffert du tableau que je dresse des soignants dans la première partie du livre. C'est intéressant. Oui, et il me dit, toi-même, tu étais soignante et tu sais que parfois, on n'a pas les moyens, on fait avec ce qu'on a. Oui, je suis d'accord. Le manque de moyens matériels, il est évident, tout le monde en parle, tout le monde le connaît. Ça n'excuse pas le manque de conscience professionnelle et le manque d'humanité de certaines personnes. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Il y a des gens qui font leur travail avec un dévouement exemplaire. Il y en a d'autres, en revanche, comme certains dont je parle dans le livre, par rapport à la première intervention chirurgicale, où vraiment, c'est très grave de fonctionner comme ça. Quand on arrive dans le service fantôme, que les personnes vous questionnent sur votre identité, puis s'en vont et vous laissent patienter 2 heures là avec un enfant de 4 ans, qu'on vous dit des phrases comme le monsieur de l'accueil qui nous dit « je suis là, comme je dis dans le livre, la pute de l'hôpital ». Je cite clairement ces mots, c'est pas moi qui les invente. Ça met dans un état d'esprit, on arrive déjà angoissé par rapport à ce qu'on va vivre, et en plus de ça, on se rend compte qu'on ne va pas être soutenu, qu'on va être peut-être mal dirigé. C'est compliqué. Donc je pense que le système de soins, il y a un gros manque de moyens, et ça démotive beaucoup les personnes, même celles qui essayent de faire leur travail comme il faut. Voilà, il y a des choses à revoir, et heureusement que
il y en a qui luttent malgré le manque de moyens pour faire des choses extraordinaires. Parce que dans le cadre de la deuxième intervention chirurgicale, c'était à l'opposé extrême de ce qu'on avait vécu C'est un autre la monde. première fois. Ouais. Ah oui. Christine, vous parlez aussi de la gestion de la douleur, notamment, qui est compliquée. Et puis, pareil que Karine, il y a des gens qui prennent leur temps de s'intéresser aux patients. Et puis, il y a le monde de l'hôpital avec ses revers. Il y a une scène d'ailleurs qui est assez difficile quand votre fille doit être hospitalisée en urgence et que vous vous retrouvez dans une salle d'attente au milieu de tout le monde alors qu'elle n'a plus de défense immunitaire et que vous vous hurlez pour faire comprendre à la personne qui est là et qui ne veut pas entendre que votre fille ne peut pas rester dans cette salle où il y a plein de microbes, quoi. Ça aussi, c'est un combat que vous aimeriez mener ou que vous menez peut-être, en plus du combat contre la maladie? Effectivement, et c'est vrai que moi, je me battais, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous vous souvenez dans le livre, mais j'étais assise à la porte de la chambre de ma fille tous les jours et c'était la dernière à qui on faisait la chambre parce qu'elle dormait. Et moi, j'estimais que pendant qu'elle dormait, elle souffrait moins. Donc, tous les jours, elles étaient adorables, les aides-soignantes, parce qu'elles faisaient sa chambre à 11h45. C'était la dernière chambre du palier. Et par contre, j'ai envie de dire, comme Karine, nous, on arrivait aussi, je pense que j'en ai pas trop parlé dans le livre, parce que c'était pas, mais on devait venir avec notre oreiller. Oui. Il n'y avait pas de bracelet pour prendre l'attention. C'est les associations qui achetaient les bracelets pédiatriques pour prendre l'attention. Ça nous est arrivé aussi de voir qu'il y avait de réellement. Moi, si on le voit, ben, on n'a aucun espace pour les aidants. C'est-à-dire que c'était dans les toilettes où il fallait se laver, se préparer. Voilà. Et par contre, au niveau du personnel, j'avoue, alors peut-être en cancérologie, c'est différent, mais j'avoue qu'on a quand même eu, en général, là où elle était soignée en régulier, des gens d'une empathie assez merveilleuse. Ça, c'est vrai qu'il y a eu des couacs, mais aujourd'hui, j'ai quand même envie de dire qu'il y a quand même beaucoup de gens d'une empathie merveilleuse. Et moi, ce que je dis dans le bouquin, c'est qu'on est un peu sur deux tableaux. On a vraiment de la chance. On est en France. Enfin, en tout cas, n'importe qui peut aller à l'hôpital avec une leucémie. Il sera soigné de la même façon pratiquement. Donc ça, c'est vraiment une chance. On voit dans le livre, je parle d'un petit enfant syrien. Ses parents, ils ont dû tout vendre. Et enfin, arriver comme réfugié pour se faire soigner en France. Après, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense qu'il faudrait quand même mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de moyens dans la santé. La santé et l'éducation. Je crois que c'est une grosse alerte justement à la veille de ces élections. On va voir si les choses bougent. Gildas, vous en parlez aussi, alors différemment, bien évidemment, c'est un roman. Il y a de l'humanité qui surgit parmi l'indifférence, parce que c'est cet homme-là qui est allongé, qui ne parle pas, qui ne bouge pas, qui a les yeux fermés. Bah, c'est presque un sac de patates dans une cuisine. Et puis il y a quand même des gens qui ne sont pas indifférents, même si les médecins sont finalement très détachés. Vous l'avez connu, ça, ce manque de compassion, notamment quand vous êtes malade? Alors ça, j'en ai entendu parler, qu'effectivement, alors c'est une très grosse caricature, qu'effectivement, oui, bien sûr. Voilà, les infirmières ou les aides-soignants ont une empathie bien plus grande que les médecins eux-mêmes qui apparemment tendance à considérer les gens comme pas forcément comme des êtres, enfin si, des êtres humains, mais en tout cas comme des cas. Comme des cas particuliers. Mais par contre, dans le témoignage réel du dilemme, puisque une situation, à la fin, on avait le droit d'aller le voir, et donc on a eu un contact réel avec l'hôpital, avec les gens, mais que des gens formidables, quoi. Que ce soit médecins, infirmiers, infirmières, aides-soignants, tout, enfin franchement, chapeau. Et là où je rejoins Karine et Christine, effectivement, avec des élections, moi je suis assez pessimiste sur l'état de l'hôpital et comment, vers quoi ça va évoluer. On sent quand même que ça se dit pas, c'est pas dit, mais il y a notamment dans des grandes villes comme Paris ou tout ça, enfin, que je ne sais pas si on va vers une privatisation totale, mais en tout cas une intervention de plus en plus grande du privé au sein de l'hôpital public. Ça, je pense qu'on y va tout droit et que... Je ne vous souhaite pas d'arriver au format américain. Non, mais on donne quand même... On donne beaucoup de poids aux mutuelles, on désengage beaucoup la Sécu. Enfin, on a une invention extraordinaire qui s'appelle la sécurité sociale quand même depuis 1947,
Et ça, je crois qu'on ne s'en rend pas toujours compte en France. Une semaine de réanimation, hein, c'est entre 30 et 35 000 euros hein, que ça revient à peu près. Hein. Oui, d'ailleurs, je serais d'avis qu'on envoie une facture en France à chaque malade qui sort de l'hôpital, sans lui demander d'argent, bien évidemment, mais juste en avoir conscience. Parce que de conscience. Quand moi j'annonce les chiffres hallucinants que nous on connaît, puisqu'aux États-Unis on reçoit cette facture qui est la plupart du temps payée par l'assurance, heureusement. Mais donc, nous, on a conscience de ce que vaut une opération, une semaine d'hospitalisation. Et en France, on n'en a pas conscience, on a l'impression que tout est gratuit. Non, ce n'est pas gratuit, c'est juste pris en charge. Donc, pris en charge. Moi, j'aimerais savoir, j'aimerais connaître les soutiens dont vous avez bénéficié chacun dans ce que vous avez traversé. Est-ce que les gens ont été là? Alors, Christine, elle l'a écrit, mais elle va nous le redire. Elle a été très entourée, très soutenue. Et alors, ce qui était mignon, c'est que ce sont les adultes, mais aussi les enfants qui ont été là. Oui, et vraiment, dans ce roman, ce que je voulais mettre en avant, c'est moi, j'ai énormément d'espoir dans la jeunesse. Et les jeunes ont été là. Et les jeunes, on n'a pas voulu les faire rentrer par une porte, ils sont entrés par une autre porte. Et ils ont fait beaucoup d'actions merveilleuses. Par contre, comme ils n'étaient pas suffisamment informés, eh bien, à un moment, ça s'est arrêté. Mais il y a eu un énorme... Nous, on était dans une petite ville de 8000 habitants, la ville de Privas, et on a eu la chance d'avoir un énorme élan de solidarité. Les gens... il y a une association qui s'est créée, les gens vendaient des bracelets On t'aime fort Clara. D'ailleurs, il y en a qui les ont encore. Il y a des associations qui nous aidaient, ce qui nous a permis de partir quelques jours en vacances. Et puis, il y a la Ligue contre le cancer qui nous a beaucoup aidés. Il y a l'association Rêve qui a permis à Clara d'aller à Paris. Donc, c'est vrai qu'on a eu ce soutien et c'est vraiment important parce qu'on se sent tellement, mais tellement seul. Et vraiment, toutes ces petites actions, tous ces petits messages réguliers de gens qu'on ne connaissait pas nous permettaient de tenir bon et puis de se dire, bon, allez, on ne va pas craquer, on va y aller, on ne lâche rien, on y va, quoi. Comme dans une compète, on ne lâche rien. Lâche rien. Karine, vous êtes sentie entourée? Peut-être pas au début. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension. En fait, le reflux dans le degré de sévérité d'Adam, c'est très peu connu. Et en fait, il y a même des personnes de mon entourage très proches de ma famille, quand ils ont lu le livre, la première chose qu'ils m'ont dite, c'est oh, on ne savait pas, on n'avait pas compris. Et je pense que c'est pour deux raisons, parce que c'est vrai que le reflux, c'est pas quelque chose qui est connu comme étant quelque chose de très difficile et qui a des lourdes conséquences avec beaucoup d'hospitalisations, des opérations, voilà. Et parce que je pense que j'ai beaucoup caché les choses aussi, j'ai beaucoup vécu les choses en huis clos parce que cette incompréhension me faisait souffrir. Christine, tout à l'heure, parlait de remarques qu'elle a eues en disant mais toi ça va, t'as pas le cancer. Moi j'ai eu une remarque ça m'a fait penser à une remarque que j'ai eue un jour devant l'école. On revenait d'une semaine d'hospitalisation pour Adam et une amie, enfin une maman devant l'école, c'était pas vraiment une amie, mais enfin voilà, on se fréquentait un peu et elle me dit elle savait pour l'hospitalisation, elle savait que ça avait été très dur, qu'il avait fallu qu'il soit pris en charge par le SAMU, enfin voilà, on avait eu des grosses angoisses. Et sa conclusion, donc elle me demande comment ça va, je dis brièvement que ça va, voilà, on est de retour à l'école, on va bien, et elle me dit oui, ben en fait, sinon ça va. Et en fait, cette phrase-là, je l'ai tellement entendue, et les gens en huis clos ne pouvaient pas savoir ce que moi je vivais, les nuits cauchemardesques, les vomis, les douleurs, que j'ai eu besoin de prendre du recul. Donc forcément, au début, j'ai été moins soutenue. J'ai été plus soutenue après, et surtout par un noyau d'amis très proches, qui ne m'a pas lâchée malgré le fait que je les ai un peu laissés de côté parce que j'avais besoin de parler à personne en fait. Et ma famille, bien sûr, mes parents, mon frère, qui sont restés proches de moi. Et c'est pour ça qu'il faut lire ce livre de corps à cœur, parce qu'on sait tous que c'est un petit reflux qu'on a plus ou moins tous dans cette société, mais qu'on n'imagine absolument pas le reflux aigu d'Adam, les souffrances, les hospitalisations, les opérations, la douleur et votre combat. Et donc, voilà, il faut lire vraiment pour comprendre ce qui vous arrive, et puis ça vous permettra peut-être à chacun d'être là. Si une autre maman, comme Karine, traverse ce genre de moments difficiles. Gildas, comment on a réagi autour de vous, vos proches déjà?
Ben, les proches, on était confinés. Donc déjà, les proches, c'est par téléphone et par visio. C'était vraiment un cas parmi 40, 50 000. Hein. C'était en pleine épidémie, c'était en plein pic de novembre 2020. Donc c'était beaucoup, il y avait beaucoup de gens par téléphone, ouais, c'était par téléphone, en croisant les doigts, parce tout le monde savait qu'on était voilà, face à quelque chose contre lequel on était complètement impuissant. Et pas de traitement, on était avant les vaccins. Donc il fallait juste croiser les doigts, quoi. Mais personne n'a osé le reproche? Non, moi-même, ouais, mais non, personne, non, j'ai pas eu de reproches. Et tant mieux, heureusement. Oui, tant mieux, oui, tant mieux, oui, tant mieux, oui. Alors, oui, pardon, allez-y, Gildas. Non, de reproches, non, il n'y a pas eu de reproches. Alors, j'aimerais terminer avec quelques chiffres qui sont ceux de Christine, qui sont assez affolants, dont on n'a pas conscience. Donc, il y a un enfant sur 440 qui aura un cancer avant 15 ans. Il y a un enfant sur 5 qui meurt aujourd'hui du cancer. Et puis, c'est ce que je disais, si on connaît les dégâts de la chimio, on le sait, on le sait, on le lit, on connaît les conséquences un peu immédiates, mais je trouve qu'on ne sait pas quelles sont les conséquences irrémédiables quand les traitements durent longtemps, comme pour votre enfant, Christine, plus de 2 ans de chimio et après, ça continue, c'est pas fini. Toutes les conséquences irrémédiables, les gencives qu'il va falloir changer, la hanche qu'il faut changer, tout ce qui est nécrosé. Donc voilà, c'est un témoignage, encore une fois, c'est peut-être difficile, mais ça ne se lit pas comme quelque chose de difficile parce qu'il y a plein d'amour et plein d'espoir. Donc il faut lire le livre de Christine, c'est une maman courage extraordinaire comme Karine. Et il faut vous lire non seulement pour vous encourager, mais pour mieux comprendre et pour mieux porter un regard différent sur notre monde, les gens malades, mais les gens qui sont en bonne santé aussi et qu'on a envie d'embrasser du coup en fermant le livre. Il y a beaucoup d'humanité dans vos livres à tous les trois, et Gildas aussi. Il y a beaucoup de leçons de vie, j'en ai parlé. Donc voilà, même si les pages nous bouleversent, il faut les lire, il faut comprendre ce que vous avez vécu, parce qu'il y en a plein d'autres qui vivent ceci. Et je trouve qu'on a envie de vivre plus fort et plus intensément quand on referme les pages de vos livres. Avant de vous poser une dernière question, donc le livre de Christine Hainaut, Moi, j'ai pas le cancer, Karine Bourri, Corps à cœur, et puis les 2 livres de Gildas, le roman Je suis là, qui est le plus léger des livres finalement, même s'il pose une vraie question, et le dilemme, voilà, 2 livres qui sont sortis aussi l'année dernière. Tous les 3, une dernière question. Est-ce que vous avez envie de vivre plus intensément aujourd'hui après les moments tragiques que vous avez vécus? Est-ce que les petits bonheurs de la vie ont une autre saveur? Ah oui, moi, en ce qui me concerne, bien sûr, le moindre petit éclat de lumière de la journée, ça va transformer quelque chose. On vit tous, de toute façon, des difficultés, chacun son niveau, chacun son échelle. Je pense qu'il n'y a pas, il y a certaines personnes qui essayent d'en faire un concours, c'est pas mon cas. Et oui, il faut voir, il y a de la beauté partout, il faut la voir. Christine, on vit tout plus fort, on le sent dans votre livre, hein, de toute façon. Oui, et puis on s'accroche à tout ce qu'on a. Moi, ce que je dis tout le temps, là, au rail de Décolibri, quand j'ai fait le Tour de France à vélo, il y a un monsieur qui m'a dit, ce qui est génial chez vous, c'est que quand vous dites un truc, vous le faites. Et moi, ce que j'ai envie de dire, et c'est aussi pour ça que ce livre est là, eh ben, croyez en vos rêves parce qu'ils vont se réaliser. Et puis, aujourd'hui, demain, prenez prenez tout ce qui est possible de prendre pour que votre vie soit jolie. Et vous avez les clés en vous. C'est ça aussi. Et forcément qu'avec, je l'étais déjà avant, mais là, ça a multiplié par 100 ma capacité à être optimiste, à être volontaire, à être leader, à faire des choses, quoi. Gildas, le Tour de France à vélo, s'il n'y avait pas eu cette maladie, je ne sais pas si je l'aurais fait un jour. Pourtant, c'était un rêve d'enfant. Ouais, c'est clair. Gildas, le fait d'avoir accompagné votre papa et que ça vous est tombé dessus comme ça, est-ce que là aussi, on se dit présent. vivre dans le présent? Ouais.
Bon, c'était déjà présent en moi, mais alors le présent à la seconde, et que des situations réellement dramatiques, enfin, alors, plein de, la bobologie du quotidien. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a toujours plus grave, il y a des trucs, il y a une espèce de détachement quand même, il y a du détachement par rapport à plein de choses, et donc du coup, le présent, profiter de ce qu'il y a de positif. Ouais. Non, c'est vrai, moi j'ai failli perdre mon mari il y a une douzaine d'années, et quand il me disait sur des situations difficiles de la vie, il me disait mais ça ne te fait pas peur? Et je lui ai dit non. Après ce que j'ai vécu, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur finalement. J'ai failli te perdre, tu es là, donc voilà, c'est la seule résultante. Vos prochains rendez-vous à tous les trois, Gilda, c'est une tournée? Alors je vais sortir un nouvel album au mois de mars, essentiellement numérique. Fin mars ou début avril, il y a un concert à Paris le 7 avril. Et puis, avec un autre spectacle, je joue au mois de juin, album de famille, je joue en juin, une quinzaine de jours à Genève. Mais en fait, je suis trop dépourvu parce que je n'aime pas où on joue. Mais vous nous enverrez, comme ça je sais que c'est à Genève, voilà. Partager. Puis ça reprend doucettement, ça reprend. L'activité reprend. Si, ça va. Écoutez, c'est déjà ça, la reprise est là, tout va bien. Christine, prochain rendez-vous, c'est un petit Tour de France, il me semble encore. Alors cet été, il y aura un deuxième Tour de France à vélo, donc de 47 jours. Et il y a 2 livres en préparation. Le Ride des Colibris fait son Tour de France où j'explique ma préparation et toutes les anecdotes de voyage. Et franchement, il y en a qui sont croustillantes. Et puis une programmation alimentaire et après un autre roman. Karine, une actualité précise? J'ai des dédicaces qui se profilent là au printemps. Parfait. Important, les dédicaces. C'est ça. Ouais. J'ai été contactée par la Maison des Maternelles pour un témoignage, donc j'attends de voir leurs réponses. Ils sont bon, j'ai répondu à leur questionnaire. Voilà, je suis en contact avec la journaliste. J'attends de voir. Après, c'est toujours délicat parce que déjà le Covid n'aide pas pour les déplacements. Ils préfèrent privilégier les personnes dans l'Île-de-France. Donc, on va voir. La Maison des Maternelles, c'est l'émission, c'est ça? Oui, c'est l'émission sur France 5 qui est dédiée à la petite enfance. Et, alors, nous avons un auteur dans Rencontre des auteurs francophones qui est animateur. Ah bon? Je n'ai pas vu. Ouais, il faudra que je regarde ça. Vous avancez, nous verrons tout ça avec lui. Ça voilà. Une mise en relation. Oui. Merci à vous trois. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci. Sont extrêmement émouvantes. Je précise que tous ces livres sont en stock et en vente sur Rencontre des auteurs francophones sur l'ensemble des États-Unis. Les livres partent le jour même et sont en quelques jours chez vous, n'importe où aux États-Unis. Donc, nous avions Le Dilemme et Je suis là de Gilda Thomas. Nous avons Corps à corps de Karine Bourri et Moi, j'ai pas le cancer de Christine Hainaut. Et cette émission, vous la retrouvez à partir de demain sur la chaîne YouTube. Je vous encourage à vous inscrire sur la chaîne YouTube. Il y a déjà plus de 50 émissions à revoir et chaque semaine, il y aura des nouveautés. Merci à vous trois d'avoir été là. Bon courage et plein de belles choses dans vos vies à venir. À bientôt. Merci. À bientôt.